Merci de nous regarder sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, de nous écouter à travers notre fréquence, la 96.3 FM, et de nous recevoir chez vous sur vos petits écrans. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Nous parlons en une de ce rapprochement entre Benghazi et Niamey. On parle évidemment de la Libye avec les autorités militaires qui règnent justement sur cette ville-là, siège du pouvoir militaire et du gouvernement de l'Est, on peut l'appeler ainsi. En tout cas, les autorités nigériennes sont pour la deuxième fois cette année seulement sur ce territoire afin de discuter avec les autorités de Benghazi. Peut-on s'attendre à ce que sécurité, commerce et souveraineté soient au menu des échanges? En tout cas, on revient sur les différentes discussions. Docteur Sango, comment déjà sur le plan international interpréter les rapports qui existent aujourd'hui entre le Niger et une partie de la Libye? Déjà, vous avez très bien fait d'indiquer une partie de la Libye, parce que quand on parlait du rapprochement Niger-Libye, c'était comme si la Libye était un État normal. Il faut rappeler que la Libye est aujourd'hui balkanisée. Il n'y a pas un seul gouvernement, il y a deux gouvernements qui gouvernent la Libye aujourd'hui. Un gouvernement reconnu par la communauté internationale d'un côté, qui est basé à Tripoli, et un autre gouvernement qui est basé à l'est de la Libye et qui est porté par le général Haftar. Donc le rapprochement que nous sommes en train de voir aujourd'hui est un rapprochement d'une partie de la Libye, c'est-à-dire cette partie de la Libye qui est dirigée par Haftar, qui veut aujourd'hui se rapprocher avec le Niger à l'effet de voir dans quelle mesure ils peuvent coordonner leurs relations dans l'optique d'éradiquer le terrorisme qui a été installé et instauré dans cette sous-région par les intérêts des puissances occidentales. Donc il faut dire que c'est un rapprochement qu'il faut mettre sous le prisme idéologique, parce que lorsqu'on voit les deux gouvernements qui s'opposent aujourd'hui en Libye, il y a deux n'est-ce pas, idéologies qui s'y opposent. C'est en quelque sorte une guerre interposée qui se passe aujourd'hui en Libye. Lorsque vous voyez le gouvernement qui est à Tripoli, c'est le gouvernement qui reflète fondamentalement l'idéologie occidentale, et le camp de Haftar, c'est en quelque sorte le camp qui pense que les choses ne devraient pas se faire comme le pensent les puissances occidentales. Haftar est beaucoup plus adossé vers l'idéologie de l'Est, c'est-à-dire lorsqu'on voit les partenaires et les alliés qui supportent les uns et les autres, Haftar bénéficie d'une part, n'est-ce pas, du soutien d'un pays comme la Russie. Donc cette façon de faire peut donc s'expliquer aujourd'hui à travers ce rapprochement que nous vivons avec le Niger, étant donné que le Niger est dans une dynamique, n'est-ce pas, de confédération d'États qui brille par une idéologie qui est connue par tous, c'est-à-dire une idéologie souverainiste, et qui est aujourd'hui accompagnée par un pays qu'on appelle la Russie. Donc ce rapprochement mérite d'être inscrit dans cette logique-là, dans cette dynamique qui consiste à se mettre ensemble idéologiquement dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer les rapports de force sur le terrain. Merci à vous, docteur Sango. Alors, au menu des échanges entre les deux, entre Benghazi et Niamey, on rappelle qu'il y a eu cette possibilité d'échange d'informations, de renseignements sécuritaires, mais aussi des patrouilles mixtes dans la zone qui pourraient être mises sur pied au fin de veiller au grain dans les différentes frontières entre les deux pays, sachant ô combien l'insécurité a souvent été grandissante de ce côté-là, même si les autorités nigériennes tentent de contenir le mal terroriste, on va le dire ainsi. Quelle plus-value pour la sécurité dans le Sahel à l'aune de ces discussions? Je pense que si ce rapprochement vient à se concrétiser, il y aura une sorte d'avancée significative dans la lutte contre le terrorisme, parce que ça va permettre à ces deux pays, n'est-ce pas, de résoudre un problème fondamental qui est celui de l'interterritorialité. Parce qu'il faut le dire, hein, depuis que le Niger et les États
de l'AES, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de se mettre ensemble, leur combat est de plus en plus difficile parce qu'il y a des immixtions des terroristes qui viennent des alentours. Et parmi les pays où ces terroristes-là proviennent, il y a bel et bien la Libye qui est devenue, depuis la mort du président Kadhafi, un État vassal, un État presque chaotique, un État à partir duquel les djihadistes et les terroristes, n'est-ce pas, partent pour faire leur immixtion dans cette sous-région du Sahel. Il faut rappeler que si la sous-région du Sahel a dégénéré davantage dans ce chaos que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, et c'est fondamentalement et surtout parce que on avait tué Kadhafi, parce que la mort de Kadhafi a une conséquence étroite, directe avec ce qui se passe aujourd'hui comme terrorisme dans cette sous-région. Or, avec ce rapprochement entre une partie de la Libye et le Niger, ça va permettre donc aux autorités nigériennes et derrière les autorités nigériennes, les autorités de l'AES en général, d'avoir, n'est-ce pas, un certain droit de poursuite, de pourchasser ces terroristes-là dans une partie de la Libye. Et nous savons que l'est de la Libye, c'est la partie la plus riche de la Libye. C'est la partie pétrolière de la Libye. Et c'est dans cette partie-là que sévit fondamentalement les terroristes. Donc, cette alliance, ce rapprochement, au cas où il vient à se réaliser, je pense que sur le plan des rapports de force, il y aura des conséquences positives sur le terrain en termes d'éradication du terrorisme. Mais aujourd'hui, docteur Sango, des observateurs voient la main de la Russie planer au-dessus de ce rapprochement entre les autorités de Benghazi et les autorités de Niamey. Oui, je pense qu'il ne faut pas toujours voir les choses sous cette grille de lecture. Penser que les Africains ne peuvent pas aussi penser des initiatives stratégiques en termes d'alliance. Ce discours-là, à mon avis, est un discours qui vise à infantiliser l'Afrique une fois de plus, à montrer que 65 ans après les indépendances, l'Afrique ne peut pas vivre sans maître. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, et c'est ça le discours qui est présenté par les puissances occidentales, à dire que si l'Afrique aujourd'hui est en train de s'émanciper et montre de plus en plus les velléités de souveraineté, c'est justement parce qu'il y a la Russie qui l'influence, n'est-ce pas, de manière implicite. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que lorsqu'on voit le contexte qui caractérise le continent africain aujourd'hui, lorsqu'on voit les enjeux qui traversent les États et les gouvernements africains aujourd'hui, lorsqu'on voit l'éveil de la population qui n'est plus cette population de 1960 et qui est aujourd'hui informée des grandes problématiques des gouvernements, tant sur le plan interne que sur le plan international, on peut être amené à dire que l'Afrique peut aujourd'hui poser des actions volontaristes et sans toutefois être collée par des puissances occidentales. Donc la Russie aujourd'hui est un partenaire. La Russie est un partenaire et la Russie n'est pas comme un maître, contrairement aux puissances occidentales. Les États de l'AES ont décidé de faire de la Russie un partenaire dans l'accompagnement de cette bataille de libération. Étant donné que les intérêts, la philosophie et l'idéologie de ces deux entités, c'est-à-dire les États de l'AES et la Russie, coïncident un tout petit peu sur le plan international. Ce n'est que normal que ces deux pôles-là travaillent ensemble. Parce que les alliances comme les coalitions, du point de vue politologique, sont des alliances qui se nouent souvent lorsque vous avez un rapprochement en termes d'intérêts. Vous ne pouvez pas nouer des alliances lorsque vous avez des intérêts totalement dichotomiques. D'accord? Donc aujourd'hui, moi je pense que la Russie, s'il faut davantage l'évoquer dans cette bataille de libération des États de l'AES et de l'Afrique même en général, c'est dans le sens du partenariat. C'est dans le sens du partenariat et non dans le sens paternaliste. D'accord? Donc moi je ne suis pas en train de voir derrière ça une main cachée de la Russie. Moi je pense tout simplement que c'est la continuité de la logique et de la cohérence qui voudrait que les États et les puissances
qui ont des mêmes idéologies, qui partagent les mêmes valeurs, qui voient la vie politique de leurs États de la même façon, que ces États se mettent ensemble pour travailler ensemble et faire face à ces autres États qui ne veulent pas que leur État se développe. C'est pour cela que nous disons que aujourd'hui en Afrique, on a besoin de ce rapprochement des États qui voudraient que l'Afrique prenne son destin entre ses mains. Donc la Russie, il faut laisser la Russie là où elle se trouve. Elle est en Afrique dans le sens des partenariats économiques qui sont des éléments stratégiques des relations internationales. Elle n'est pas là pour influencer, elle n'est pas là pour exploiter, elle n'est pas là pour faire main basse aux richesses des États africains. Parce qu'il faut rappeler que tout ce que l'Afrique regorge en termes d'avantages comparatifs, la Russie là dans son sous-sol. Donc la Russie n'est pas comme les puissances occidentales qui viennent en Afrique pour les richesses africaines, mais elle est là parce que elle voudrait que l'Afrique aussi se libère et devient de plus en plus de façon bénévole dans la scène internationale comme un véritable acteur. Ce n'est pas bénévole. Ce n'est pas bénévole. La Russie a un intérêt, mais sauf que l'intérêt de la Russie n'est pas totalement dichotomique aux intérêts des États africains. Quel est l'intérêt de la Russie, par exemple? C'est contrecarrer l'idéologie occidentale qui a été démontrée sur le plan des relations internationales comme un véritable cancer de développement des États. D'accord? Il faut rappeler que toute la philosophie de la Russie est basée sur sa politique étrangère qui n'est rien d'autre que travailler pour l'émancipation ou l'avènement d'un monde multipolaire. Or, un monde multipolaire ne saurait se réaliser tant qu'il y a encore à travers le monde des États qui sont sous la néocolonisation, des États qui sont encore influencés par l'impérialisme, des États qui sont encore dominés par des puissances occidentales. D'où donc la présence de la Russie en Afrique. Parce que pour que son projet de l'avènement d'un monde multipolaire se réalise davantage, il faut fondamentalement qu'elle travaille aux côtés de l'Afrique pour que l'Afrique se libère. Il ne faut pas oublier sa formule phare de son président Vladimir Poutine qui disait que pour fragiliser l'idéologie occidentale et fondamentalement un pays comme la France, il ne suffit pas de prendre les armes pour leur faire la guerre. Il suffit tout simplement d'accompagner les États africains à prendre en main leur souveraineté. Merci Dr Sango pour cette lecture. Nous reviendrons certainement tout à l'heure encore sur l'apport de la Russie dans cette relation aujourd'hui entre la Libye et le Niger. On rappelle aussi que les relations entre les deux pays, ou du moins entre les deux nouvelles autorités, que ce soit du Niger ou encore de Benghazi par exemple, permettent aujourd'hui de façon inédite de former ce qu'on appelle une alliance autour de la frontière entre le Niger et la Libye, qui géographiquement est souvent considérée comme un point d'infiltration des terroristes, par exemple, des étrangers armés. Ceci pourrait donc, enfin, c'est l'impression, ou alors c'est peut-être l'analyse qu'on pourrait faire, docteur Sango, que c'est un nouveau pas franchi pour les autorités du Niger en quête de résolution de la crise sécuritaire. Mais pourquoi forcément les autorités de la Libye, alors que vous disiez tout à l'heure, par exemple, que le terrorisme émane aussi de cet éclatement de ce pays? Oui, les autorités de la Libye, d'abord parce que la Libye est frontalier à ces États de l'AES et fondamentalement à un pays comme le Niger. Il y a d'abord l'élément, n'est-ce pas, transfrontalier qui joue un rôle important sur le plan stratégique et même géopolitique. Donc lorsqu'on pense éradication du terrorisme dans cette sous-région, on ne saurait, n'est-ce pas, ignorer l'élément, n'est-ce pas, de la frontière qui est souvent capitalisé par l'adversaire pour c'est-à-dire briser la dynamique révolutionnaire portée par les États, n'est-ce pas, souverainistes. Donc voilà la première raison. La deuxième raison reste, n'est-ce pas, le rapprochement idéologique, c'est-à-dire la similitude qu'il y a entre
cette partie de la Libye aujourd'hui et l'idéologie qui est portée par les États de l'AES. Ces deux éléments aujourd'hui peuvent expliquer ce rapprochement. Et ce rapprochement n'est pas un rapprochement qui serait absolu. Si c'est une victoire, on doit davantage travailler pour que tous les autres États de l'AES, tous les autres États frontaliers à l'AES puissent aussi converger dans ce sens idéologique de rapprochement. Parce que la Libye n'est pas seulement le seul pays frontalier à ces États de l'AES. À côté de la Libye, nous avons le Soudan. À côté du Soudan, nous avons le Tchad. À côté du Tchad, nous avons au niveau ouest africain les États comme la Côte d'Ivoire, les États comme le Bénin, les États comme le Togo. Donc, l'enjeu fondamental aujourd'hui, sur le plan stratégique, c'est de travailler dans le sens d'avoir des alliances avec ces États voisins de l'AES, de telle sorte que un terroriste pourchassé dans cette sous-localité de l'AES puisse être facilement neutralisé de l'autre côté. C'est pour cela qu'on dénonce davantage la duplicité ou alors le silence ambigu de certains États dans cette sous-région, tels que l'Algérie par exemple, concernant le nord du Mali. On aimerait que ces États, n'est-ce pas, se prononcent de manière explicite pour qu'on essaye de voir comment contenir ce terrorisme qui, il faut toujours le préciser, a été imposé aux États africains par des puissances occidentales. J'ai souvent l'habitude de vous dire que c'est un terrorisme occidental. Ce n'est pas un terrorisme qui naît de nulle part, qui tombe du ciel comme la pluie ou qui pousse du sol comme des champignons. C'est quelque chose qui a été construit par les puissances occidentales et imposé aux États africains. Pour donc éradiquer ce phénomène-là, il faut fondamentalement un rapport de force. Et le rapport de force ne saurait, n'est-ce pas ici, être efficace si certains États voisins de l'AES continuent encore à briller par la duplicité, par la rapacité et même la cruauté telle que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc la Libye, déjà en accord avec l'AES, c'est déjà un pas franchi vers la configuration de ces alliances qui à terme permettront, n'est-ce pas, à ces États de l'AES de venir à bout à ce terrorisme occidentale. En février dernier déjà, docteur Sango, il faut le mentionner, la Libye, à travers Benghazi, se rapprochait du Niger et ce pour apporter son soutien à travers le port de l'Est libyen qui devait permettre au Niger de renforcer les échanges et d'améliorer la situation alimentaire et médicale dans le pays, alors même que le Niger était sous le coup de plusieurs sanctions imposées par la CEDEAO suite au renversement de Mohamed Bazoum. C'est dire que les relations aujourd'hui entre Benghazi et le Niger, par exemple, vont bon train, mais également touchent aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup plus d'aide venant de la Libye, mais il y a aussi l'aspect commercial. Oui, il y a l'aspect commercial, l'aspect économique et même qu'il ne faut pas négliger. Parce que on ne doit pas seulement rester sur le plan militaire et sur le plan stratégique. Il y a les enjeux économiques qui vont avec, parce que on voit généralement que dans ces batailles de libération, on utilise souvent l'élément économique pour tenir, fragiliser et même faire du chantage à ces États qui, à un certain moment donné, décident de prendre leur destin en main. C'est ce qu'on a vu récemment et on continue encore de le voir avec le Niger et le Bénin concernant, n'est-ce pas ici, le port, le pétrole nigérien qui a automatiquement besoin de passer par le port béninois pour se commercialiser au niveau international. On a vu que depuis qu'il y a eu cette embrouille diplomatique, le Bénin a maintes fois surfé sur cet élément stratégique économique pour faire du chantage à un pays comme le Niger. Donc aujourd'hui, avec ce rapprochement stratégique avec la Libye, vous voyez que ça permettra à ces États de l'AES de renforcer davantage leur résilience et de s'émanciper de ces chantages économiques
qui sont caractérisés par les États de la CEDEAO et fondamentalement le Bénin. Donc aujourd'hui, si le Bénin continue dans cette logique de chantage, le Niger pourra facilement se retourner vers la Libye, étant donné que la Libye, à l'est de la Libye, il y a un port qui peut permettre au Niger, n'est-ce pas ici, d'acheminer son pétrole et de faire des échanges. Et parce qu'il y a aussi le caractère commercial qui est important, c'est-à-dire les échanges entre les peuples. Parce que cette guerre, parfois, met en difficulté les échanges, n'est-ce pas, des populations, non seulement sur le plan des marchandises, mais aussi et surtout sur le plan, n'est-ce pas, des ravitaillements en termes de denrées alimentaires. Donc, avec ce rapprochement, ça va permettre à la population de trouver une voie de mouvement qui leur permettra, n'est-ce pas, de contourner les conséquences de cette décision politique qui est portée par les États au niveau du sommet. Donc, c'est vraiment stratégique. Ça va au-delà du militaire pour recouvrir même l'enjeu économique et même commercial. On va...